Ok, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rêve d'entrepreneur. Donc, c'est un podcast qui a pour intention de donner envie aux gens de suivre leurs rêves et également vivre de leur passion. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Tan Nguyem qui est avec nous. Et Tan a un parcours très riche. Elle a fait déjà beaucoup de choses jusqu'à maintenant. Tan, est-ce que tu pourrais te présenter, dire comment tu te définirais aujourd'hui? C'est la question qu'on pose à chaque fois qui est assez compliquée parce que ça change tout le temps. Alors aujourd'hui, si je prends les éléments factuels, donc j'ai 55 ans, j'ai eu une première partie de ma vie où j'étais dans les affaires puisque j'ai fait l'école des mines de Paris à 19 ans. Et ensuite, j'ai atterri dans une grosse boîte de conseil où j'ai fait du management et du consulting de haut niveau, on va dire. J'étais donc la première femme partenaire à 30 ans chez McKinsey, qui est une grosse boîte de conseil. Et puis, à 36 ans, j'ai arrêté tout ça parce que je trouvais que ça manquait de sens. Et je suis partie faire des ONG. Et j'ai monté à l'époque un incubateur qui mélangeait le libre, donc l'idée de partage, d'open source qu'on trouve chez Wikipédia, avec le durable. Et c'est donc ce que j'ai appelé à l'époque la pollinisation des idées. C'était un peu l'idée des abeilles, un peu, si tu veux. Ça, c'était à 36 ans. Ensuite, j'ai monté pas mal de choses dont peut-être tes auditeurs connaissent, comme Ticket for Change, Wishare, les mouvements collaboratifs, Singa, des choses comme ça. Et puis, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré ton amie Nathalie, avec l'Institut des futurs souhaitables. Et puis après, donc, j'ai fait le Crapaud Fou, ça c'était en 2017 avec Cédric Villani. Donc, on a monté une sorte de collectif de gens qui voulaient en fait faire un pas de côté par rapport à un monde qui va pas bien, pour dire en gros, chacun de nous peut être acteur. Il faut simplement sortir un peu des sentiers battus et oser finalement poursuivre ses convictions, ses valeurs, etc. Et donc ça, c'est 2017. Et puis donc après ça, après avoir fait quasiment une quinzaine d'années à monter des projets pilotes, d'innovation, de partage, et toujours dans un but de faire avancer la société et de libérer les gens et les talents, et bien en fait, l'arrivée du Covid en 2020 a été pour moi l'occasion d'un petit recentrage. Parce qu'en fait, après le crapaud fou, on a fait des très gros projets, dont un avec le droit de réparer, le right to repair, qui était vraiment une belle idée. C'était de réparer les gens, réparer les objets et réparer la planète. Donc on donnait les moyens aux gens de devenir des bricoleurs de tout ce qu'ils ont dans le quotidien, depuis des téléphones que tu fais à 100 balles au lieu de les faire à 600 balles, etc. Et puis ce projet s'est traduit par une grosse opération avec des décrocheurs scolaires, tous les gens qui sont un petit peu à côté de, je dirais, du chemin classique. Voilà. Et donc ça a été un gros projet en 2019 qui nous a pas mal occupé avec, je crois de mémoire, 1500 personnes qui sont montées à bord, 10 millions d'euros, etc. Et puis en 2020, j'ai eu envie de faire autre chose. Et là, je suis partie dans une passion que j'avais depuis le départ, depuis longtemps, dans le recentrage personnel, outre la lecture, la philo. Je me suis remise d'une part à la montagne, l'alpinisme, des sports, on va dire, assez engagés. Et puis de l'autre côté, l'aquarelle, le dessin, enfin des choses plus créatives que j'adorais faire quand j'étais jeune, donc il y a longtemps. Voilà, donc aujourd'hui j'en suis là. Donc après l'abeille et le crapaud, en ce moment je fais beaucoup de montagne et d'apnée aussi, donc de plus 4000 mètres à moins, 20, moins 40 mètres. Et puis de l'autre côté, bah, j'occupe mon temps à dessiner, à essayer de peindre, faire des choses comme ça, quoi. En tout cas, tu as une mine superbe, hein. Franchement, ça te va Merci. bien. Ça, c'est en l'occurrence le bronzage apnéiste, parce que le reste du corps est tout blanc. Quand tu es en combinaison à moins 30 mètres, il fait pas très chaud. Et puis si tu voyais, avant j'avais le bronzage alpi, donc c'était les lunettes raton de laveur, tu sais, les lunettes de glacier. Donc voilà. En tout cas, merci pour le compliment. Est-ce que tu pourrais nous en parler sur cette espèce de déclic à chaque fois quand tu te dis, tiens, par exemple, je vais quitter McKinsey, je vais me lancer dans un nouveau projet ou là, enfin, je vais me lancer maintenant dans une nouvelle passion. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Est-ce que c'est un cycle qui se termine? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment profond de toi qui t'appelle? Tu n'as pas le choix. C'est une très bonne question et en fait, je pense que j'ai toujours fait sans trop savoir pourquoi. J'avais coutume de faire un dessin pour me représenter comme, dans votre sens, quand tu montes une courbe comme ça vers la performance. Puis à un certain moment, je me paye le plafond ou le mur, ça revient même, et je retombe par terre. Puis après, je recommence, je remonte à nouveau, puis pouf, je repaye le plafond, je rebondis à chaque fois. Ça fait comme un oignon, tu sais, où tu vas de plus en plus loin dans les couches vers le centre. Tu vois? Hmm, Donc on hmm. pourrait dire la première couche de l'oignon, c'était la performance, le management, la haute finance, la Porsche, l'harmonie, comme je faisais à l'époque chez McKinsey. La deuxième couche, ça a été les ONG. Et à chaque fois, si tu veux, c'était plus fort que moi. Effectivement, je ne pense pas que je l'ai calculé, mais je sentais que ça allait pas. Donc quand j'ai quitté le monde des affaires pour faire les ONG, à l'époque, je cherchais le sens.
donner plus de sens à ma vie. C'est l'époque où ma mère a eu une maladie terminale et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie avec ma mère qui est en train de mourir, quoi. Ça, j'ai raconté ça dans un TEDx. Après les ONG, il y a un moment, je me suis dit, mais en fait, je trouve que ça ne va pas dans le bon sens parce que c'est la logique des verts, des écolos ou des sociaux contre l'entreprise. Donc c'est toujours l'un contre l'autre. Donc là, je suis partie dans le libre, l'open source, le partage. Socrate, en fait. L'idée de dire chacun peut apprendre par soi-même, donc la maïotique, qui m'a rapproché de François Tadei et des gens qui sont plutôt dans le partage des savoirs et l'ouverture des esprits. Donc là, je suis plutôt partie vers des choses comme les créatifs culturels, bien sûr les libristes, tous les gens qui pensent que on peut partager le savoir librement. Et puis après, à un certain moment, c'était moi, d'un niveau perso, je pense que j'avais besoin d'encore d'autres choses. Donc je suis partie dans l'innovation. Je voulais monter des pilotes, monter des projets innovants, des startups, mais des startups sociales, d'Outiquette, Singa, etc. Bon. Et puis je crois que tout ça, c'est toujours à chaque fois, au bout de 3 ans peut-être, j'ai une sorte de pas de lassitude, mais j'aime pas en fait gérer des trucs qui fonctionnent. Donc une fois que ça a été démarré, je préfère les laisser aux autres et aller défricher d'autres voies. Donc le crapaud fou, c'est exactement cette posture. Après avoir défriché des trucs, j'ai eu envie de dire finalement, chacun de nous peut être un défricheur. Chacun de nous a en soi un petit Socrate ou un petit, euh, peut-être un petit Einstein quelque part, ou un petit Dali. Simplement, on n'y croit pas, on ne se rend pas compte qu'on a ces talents en nous. Et donc, je suis partie dans la posture du crapaud fou, et donc ça a donné des résultats intéressants, puisqu'il y a eu quand même, je crois, des centaines de milliers de vues en quelques jours sur le Thinkerview que j'ai fait des crapauds fous. Et dans la foulée, les gens m'ont appelé en me disant, bah écoute, moi aussi j'ai un pet au casque, ma fille est autiste, ou j'ai un problème un TOC alimentaire, ou j'ai un truc comme toi excessif, comment on fait, tu vois. Et donc, si je résume tout ça à chaque fois, j'ai été obligée d'aller chercher autre chose parce que ça ne répondait pas à mon instabilité permanente. Et donc, en rigolant, je dirais que je suis une start-up permanente. De l'autre, je dirais que je suis toujours high, un peu dopée. Tu vois, soit trop de travail à l'époque de McKinsey, soit trop de sport ensuite, soit trop de compétition. Après, ça a été trop d'ONG, trop de projets, toujours trop quelque chose. Donc, j'ai toujours besoin de m'agiter. Et en l'occurrence, si je fais pas ça, bah, je vais avoir mes addictions qui vont être. Je me suis jamais dopée avec des trucs durs, mais en fait, j'avais tendance à être un petit peu dans la boulimie ou tu vois, les trucs de bouffe un peu excessifs. Ou alors même l'alcool. J'aime bien boire, je suis une bonne vivante. Puis parfois, je bois un peu trop, et puis voilà. Donc, je sais aussi qu'il y a une partie de moi qui va aller vers le sport ou vers l'aquarelle, parce que ça me recentre. Euh, et je dois reconnaître que quand je monte sur un 4000 et qu'on se fait un sommet avec des trucs à te faire frémir les chines, hein, parce que tu es sur. T'as 200 mètres à parcourir sur une arête qui est large comme la table, et si tu tombes, des deux côtés, c'est 1000 mètres de gaz, quoi. Donc là, tu as quelque chose de très fort. Et pourquoi tu fais ça? Je crois que c'est parce que pour moi, en tout cas, il y a une espèce d'énergie sourde très forte, et que si je la canalise pas, je vais compenser avec des addictions. Donc je préfère essayer de la rendre, la transmuter en quelque chose d'autre. Ouais. Alors justement, c'est intéressant parce que j'arrive sur l'autre question. Est-ce qu'au travers de tes expériences, tu as réussi à identifier un fil directeur sur la raison d'être parce que pour moi, tu es quelque part aussi une artiste et donc je voulais savoir si tu avais réussi à trouver en fait une espèce de fil directeur entre le pourquoi tu fais les choses, entre la montagne, l'aquarelle, l'économie sociale et solidaire, l'open, enfin tout ce que tu as pu faire. Ouais, alors c'est une vaste question. Grâce à tes questions, j'ai un petit peu réfléchi d'abord à ce que c'est qu'un artiste. Et j'ai découvert en fait un truc très intéressant, c'est qu'en fait, le mot a été inventé au XVIIIe siècle, à peu près en 1800, 1780, enfin dans ces eaux-là. Parce que c'est au moment de la Révolution française que d'un coup, ce qui était auparavant réservé aux riches, les aristos en gros, qui pouvaient se payer des peintures et des trucs, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus banalisé. Et c'est en 1848 que le roi a créé la première académie pour protéger les gens qui voulaient s'engager dans le rêve de devenir artiste, de vivre d'autre chose que le labeur. Voilà. Donc, si tu regardes déjà ça, tu te rends compte que c'est pas si récent la notion d'artiste. Ensuite, quand tu prends le mot artiste, tu as plein de clichés. Un artiste, en gros, il n'est pas comme les autres. Il est habité par un génie, c'est Dali, quoi. Et puis il est créateur, c'est le mec qui fait un geste comme ça, et puis ça fait un truc fantastique. Bon, tout ça, c'est des clichés. On a aussi le cliché de l'artiste pauvre, miséreux, qui ne sait pas gagner sa vie, qui en avance sur le temps, qui est forcément complètement dilettante à côté de la plaque et qui souffre. Et en fait, pour moi, c'est pas ça du tout. Pour moi, artiste, c'est simplement un petit plus par rapport à l'artisan. L'artisan, si tu veux, il fait des choses avec ses mains. Et quelle différence je fais entre l'artisan et l'artiste? C'est que l'artisan, il fait des choses utiles. Donc les deux maîtrisent une technologie, que ce soit l'aquarelle ou la poterie ou je ne sais pas quoi.
Simplement, l'artisan, il se donne une fonction d'utilité pour produire quelque chose qui va être vendu, donc par rapport à un bien extérieur, un besoin extérieur, on va dire. Alors que pour moi, l'artiste, il part de quelque chose qui est en lui, il ne sait pas ce que c'est, et il a besoin de jeter quelque chose, et ça vient de ses tripes, hein. En tout cas, moi, quand je suis devant une aquarelle et que j'essaie de faire un truc, je cherche, je recommence, et ça ne me plaît pas, je recommence, etc. Et puis il y a quelque chose en moi qui me dit, c'est toujours pas ça, t'as pas trouvé, la couleur ne me convient pas, le trait n'est pas comme ça, etc. Et les gens avec lesquels je m'entends le mieux de ce point de vue-là sont des gens qui ne sont pas du tout des artistes qui se vendent cher, etc. Enfin, si, certains d'entre eux se vendent cher, dont le maître Kao Beyan, qui est un maître international que j'ai rencontré il y a un mois. Et c'est juste invraisemblable comme il est fort, ce type. Mais il y a quelque chose en eux, ça vient de leur être. C'est une source qui vient du fond de toi, et tu sens que ça, tu dois la canaliser, tu dois l'exorciser quelque part. Enfin, moi, c'est ce qui explique mon besoin d'innover tous les 3 ans, de changer. Et cette Mm. énergie, au début, j'ai cru que c'était une question de sens. Donc, j'ai cru que c'était par rapport à ce que je savais faire, qui était du business. Je me suis dit, il faut que je fasse des projets qui ont du sens, donc les ONG. Après, je me suis rendu compte que c'était pas ça. J'ai été chercher du côté de réaliser du bien commun, des communautés de partage, des familles, des groupes, des tribus, tu vois. Donc, chercher du côté de l'humain, l'empathie. C'était mieux, mais c'était toujours pas ça, même si j'ai adoré être avec les crapauds fous, avec toutes ces personnes-là. Et puis, de fil en aiguille, je suis tombée sur cette partie en moi qui avait besoin de se dépasser, qui m'a conduit dans les montagnes à monter plus haut, avec des anciens d'ailleurs qui ont, certains ils ont presque 75 ans, tu vois, et qui sont tout contents de m'emmener là-haut et qui partagent du coup leur passion. Et ben du coup, là, je retrouve à la fois le défi, le partage, quelque chose de très beau qu'on va faire ensemble. Et je pense qu'il y a un dépassement autant pour eux que pour moi, et ça me plaît bien. Et quand je suis maintenant dans la chorale seule devant ma page, avec éventuellement cette personne qui s'appelle par exemple Adrien, que j'ai découvert près de Gap il n'y a pas très longtemps, le gars en fait, il était manutentionnaire chez Auchan. Un jour, il se pète le dos, il ne peut plus rien faire, sa femme le quitte, tout merdique quoi. Et là, il se trouve avec la seule chose qu'il aime faire, c'est l'aquarelle. Et en fait, il est devenu vraiment super bon. Il a vécu de son art, et il fait partie des 1% d'artistes qui vivent de son art. Il me dit voilà, je ne pouvais pas faire autrement. C'est ma seule Mm. solution. Je me suis accrochée à l'aquarelle pour pas couler. J'aurais pu devenir alcoolique, j'aurais pu devenir je sais pas quoi, mais en fait, je me suis accrochée à mon art. Et moi, c'est un petit peu ça qui fait qu'aujourd'hui, je pense que j'ai pas mal de différentes choses dans mon sac à dos. Il y a une époque, j'ai aussi pas mal écrit, puisque j'ai quand même fait finalement 3 bouquins. J'en ai d'autres sous le coude. J'adore dessiner, peindre, faire des croquis. Ça m'a toujours occupé depuis que j'ai 6 ans ou 7 ans. Je vois qu'en sport, je me débrouille, mais que j'aime surtout la performance collective. C'est pas le fait d'être la meilleure, c'est pas du tout ça. C'est d'être dans un groupe et qu'ensemble, on va faire quelque chose qui va transcender le groupe. Donc c'est un peu d'intelligence collective aussi, tu vois. Mm. Et puis derrière ça, il y a quand même une chose à laquelle j'ai pensé, c'est que probablement pour moi, il y a non pas un sens, mais des valeurs. La différence que je fais, c'est que si tu dis que tu as un sens et que tu penses qu'il y a un sens qui est quelque part là dehors, que tu dois chercher, moi je préfère raisonner avec une boussole. Et la boussole, pour moi, ce sont les valeurs auxquelles je suis fidèle. Donc il y a par exemple celle de liberté, liberté de penser, d'être, etc. Mm. Il y a aussi il y a la valeur essentielle pour moi de l'authenticité, d'essayer d'être vraiment juste et pas de gonfler les trucs. Je pense qu'elle partage, bien sûr. Enfin voilà, il y a un certain nombre de valeurs pour moi qui sont plus un guide, une boussole pour naviguer en temps incertain. Mm. Ah oui, puis alors j'oublie un truc. En faisant des petites recherches, j'ai trouvé un truc très intéressant de Brel qui dit je ne suis pas un artiste. Je lis le truc que j'ai trouvé ce matin, il y a 1 heure là. Il dit je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Et Mm. puis, il y a des gens qui ont du talent et d'autres qui n'en ont pas. Alors, il se demande ce que c'est que le talent. Et puis, il dit finalement, le talent, c'est juste avoir envie de faire quelque chose. Et ensuite, il y a toute une vie à essayer de faire ce quelque chose. Il dit, moi, Mm. je ne suis même pas un artiste, je suis juste quelqu'un qui fait des chansons. Mais je pense qu'un chanteur correspond à quelque chose. Le cinéma, c'est pas forcément être artiste de faire du cinéma, mais le cinéma, un film, ça correspond à quelque chose. Et j'aime beaucoup comme il dit, une fleur correspond à quelque chose. Et donc toute ta vie, tu cherches à savoir en quoi tu corresponds. Et un mec aussi fort que Brel qui dit j'ai mal aux autres et je Mm. cherche mon talent en faisant juste c'est quelque chose qui me correspond, je trouve que c'est vraiment très très beau. Et moi, ça me parle beaucoup, de même qu'une autre manière de le dire, peut-être, je dirais, c'est que je pense que l'artiste, avant tout, se définit par une sensibilité, quelque chose d'un peu exacerbé. Et je crois qu'il est artiste si, seulement si, ça lui sert à lui et aux autres à évoluer ou à toucher quelque chose, tu vois. C'est-à-dire que si ça te fait changer toi, c'est déjà bien. Et si ça fait changer les autres en plus, c'est la cerise sur Mm. le gâteau.
Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose de l'ordre de vouloir améliorer la vie, perfectionner le monde, de rendre le monde meilleur dans la mission de l'artiste? Alors, je pense que forcément, il y a une recherche de quelque chose de beau qui le dépasse. Donc, si tu cherches quelque chose qui le dépasse, ça veut dire que tu vas avoir quelque chose de beau, effectivement, de meilleur. Alors, est-ce que Hitler était un artiste? À sa manière, il a fait un truc qu'elle a dépassé, si tu veux. Mais on ne peut pas dire que ce soit un artiste. Ça serait Hmm. vraiment. Ah ouais. Donc, je trouve que malgré tout, dans l'artiste, on a toujours une connotation d'utilité publique, quand même. Hmm, Je ne hmm. pense pas que quelqu'un qui détruit de manière massive des humains ou qui détruit de manière massive la planète, on va dire que c'est un artiste, tu vois. Donc, je crois quand même que dans l'artiste, on a une recherche d'esthétisme et de bien-être, de faire progresser quand même le monde. Ensuite, la deuxième chose que je dirais, c'est que euh, je pense que les artistes, quand même, contrairement à ce qu'on a souvent tendance à penser, je pense qu'ils bossent quand même. On ne peut pas maîtriser une technologie sans rien faire. C'est pas comme ça, paf, je fais un geste et puis ça fait une œuvre. Je ne crois pas. Je pense que beaucoup de gens travaillent quand même beaucoup. Donc pour avoir envie de se remettre au boulot tous les jours, de ciser sa roche, de l'améliorer, de revenir sur sa peinture, il y a forcément quelque chose en nous qui essaie de rendre meilleur ce que l'on fait déjà. Donc je crois malgré tout qu'entre... C'est comme l'artisan finalement, il y a quand même une utilité, c'est simplement l'artiste va chercher à toucher d'autres cordes. Le manager ou le businessman va toucher la corde en gros du pognon et du développement du chiffre d'affaires. L'artisan va peut-être essayer d'être dans une série de prototypes qui sont beaux et qui vont être reconnus. L'artiste, il ne raisonne pas comme ça, il fait un truc et puis ça marche ou ça marche pas. Quoi. Je pense qu'il y a vraiment... il projette un truc et puis par chance ça fonctionne. Mais je crois Hmm. que l'artiste, il n'y a pas ce calcul au départ, ça part vraiment de lui d'abord, je pense. Justement, par rapport à cette singularité de l'artiste, est-ce que tu penses qu'il y a une recherche de différence ou alors juste tout simplement être soi-même, se relier justement à son mal aux autres, à sa souffrance? Tu penses qu'il y a quelque chose de cet Je pense, ordre-là en ou... tout cas pour moi c'est clair, je ne cherche pas à me distinguer des autres parce que d'abord je serais incapable. J'essaie simplement de sentir ce qui marche chez moi. Donc par exemple, il se trouve que je suis assez bonne à faire des croquis extrêmement précis parce que depuis toujours je croque. Depuis que j'ai 3 ans, ma mère me disait que je faisais des petits croquis. Et j'ai noirci des cahiers de croquis, même quand j'étais chez McKinsey. Je faisais plus de dessins que je n'écrivais à la limite, tu vois. Et donc je sais que j'ai ça qui est en moi. Par contre, mon prof, là, donc Adrien dont je parlais tout à l'heure, lui, il fait des aquarelles très épurées avec beaucoup d'eau et j'ai appris ça de lui, donc je mets un peu de lui chez moi, mais je ne fais pas de l'Adrien, je fais autre chose. Hmm. De la même manière, Kao Beian, ce chinois que je trouve magnifique, hein, il fait des trucs je suis incapable de faire ce qu'il fait, mais ça m'inspire. Donc je fais un melting pot, un gloubi boulga, tout ça. Et puis j'ai envie de raconter des histoires aussi. Donc parfois dans une journée, je m'assieds devant une table de café, puis je dessine les gens qui passent. Et à chaque fois, les gens viennent me voir. Ils me disent, tiens, tu fais quoi? Encore hier dans le bateau, il y a une petite fille qui est venue, qui s'est mise à côté de moi. Puis c'était trop marrant de voir comment ça touche les gens, tu vois. Donc là, Hmm. je me dis, il y a une sensibilité, donc c'est sympa. Et un jour, je m'étais posé la question, il y a quelques semaines, quelques mois, à quoi je sers maintenant? Je suis plus crapaud, je suis plus abeille, je fais plus de projet. À quoi ça sert de dessiner, quoi? Et puis en fin de compte, je me suis dit, mais c'est Gandhi qui a raison. À quoi ça sert de changer les autres et de leur dire, faites ci, faites ça, faites du Wikipédia, faites du partage, faites tout ça, si toi-même, t'es pas capable d'être en toi-même plus équilibré, moins addict, moins dans les extrêmes, quoi. Donc le Hmm. changement commence par toi. Et s'il se trouve que la chorale me fait du bien, ben, peut-être qu'après je partagerai ça comme un truc qui fait du bien, qui m'a fait du bien et qui peut vous faire du bien, peut-être. Hmm. Hmm. Qui Hmm. vous Hmm. permet de calmer certaines addictions, tu vois. Peut-être, comme on dit, que le meilleur guérisseur, c'est celui qui était malade et qui a guéri. Donc, par exemple, sur les TCA, les troubles du comportement alimentaire, que je connais bien, puisque je traîne ça depuis 35 ans, quand tu es dans la boulimie, l'anorexie ou l'orthorexie, enfin tous ces trucs qui sont des problèmes d'ajustement par rapport à la bouffe, le pire c'est d'avoir un expert qui te dit on va faire comme ça. Et le mec il sait pas de quoi il s'agit. Si par contre tu parles à un ancien boulimique ou un ancien anorexique qui s'en est sorti, c'est tout à fait autre chose. Tu vois. Ah, Donc rien de à la même voir, manière, quoi. Hmm. voilà, tu vois. Oui, Donc l'alcoolique, même le coach de Tiger Woods, c'est un golfeur, etc., quoi. Hmm. Bah oui. c'est ça, exactement. Donc moi je crois beaucoup plus à la communauté de pratique qu'à l'expert qui va te dire quoi faire. Hmm. Donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, la question de l'utilité, si j'exprime maintenant de manière plus technique, je pourrais te parler de l'ikigai que tu connais sûrement. Ouais, Tu ouais, sais, c'est ouais. que je connais, que je trouve assez bien foutu. Si, il y a 4 sphères, ce pourquoi tu es payé. Ensuite, tu as ce que tu aimes faire, ce pourquoi tu es doué et ce dont le monde a besoin. Hmm. Et moi, je crois qu'une grosse partie de ma vie d'avant a été dans ce pourquoi je suis payée, donc ce pourquoi je suis bonne, et ce dont le monde a besoin. Et ce pourquoi je suis, on va dire, un peu douée, qui était de monter des projets et d'aller vite.
mais je n'étais pas du tout dans ce que j'aime faire. Hmm. Donc aujourd'hui, je suis rentrée dans cette boule et je vois que ça va vers la passion et potentiellement, si j'y arrive, vers une vocation, c'est-à-dire si j'arrive à y donner un sens pour le reste du monde. Ah, merci de nous emmener sur l'ikigai. Et justement, il y a quand même une interrogation que j'ai. Est-ce que tu ne penses pas que, quelque part, entre guillemets, la manière dont tu as monté des projets, par exemple chez McKinsey ou chez les crapauds, ça peut être quelque chose qui peut être utile à des artistes dans le sens où il y a sûrement des artistes qui se posent des questions justement stratégiques, etc. Malgré tout, quoi. Et je me posais la question sur le public. Est-ce que tu crois à ça, au fait qu'il y a un public pour l'artiste et que ça peut se réfléchir, ou alors au contraire, c'est pas possible, ça peut pas être réfléchi comme ça. Si, complètement. D'ailleurs, dans mes derniers projets, il y avait pas mal d'artistes, entre guillemets. Donc, le Right to Repair, par exemple, je l'avais monté aussi avec une femme qui a un Motoko à Mulhouse. C'est la plus grande résidence d'artistes d'Europe, hein, avec 145 résidents. Et c'est un truc de fou. C'est des artistes qui font des trucs pour la société parce qu'ils font venir beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent, qui rentrent gratuitement. Ils donnent envie aux gens de faire des arts de différents types, de tous les types, en fait. Et puis surtout, on avait monté avec elle l'idée de fabriquer dans son endroit une usine comment dire, une fabrique à réparer un peu le futur. Donc, dans lesquels on aurait fait ces fameux téléphones qu'on peut bricoler à 100 € au lieu de 600, et des voitures, pareil, qu'on sort à 2000 € au lieu de 20 000, etc., etc. Donc, c'était des artistes au départ. Donc, tu vois, on peut très bien dire que, d'une part, les méthodes que j'avais apportées du coup pour le Right to Repair pouvaient s'appliquer aux artistes de Motoko, ce qu'on a essayé de faire. De l'autre côté, j'aurais tendance à dire, Martine elle-même est une businesswoman parce qu'elle était au départ dans la chambre de commerce, elle a fait beaucoup de business, et ensuite elle l'a appliqué aux artistes de Motoko. Et quelque part, je dirais qu'un bon businessman, quelqu'un qui est bon dans ce qu'il fait, business ou sportif ou quoi que ce soit, a presque toujours une dimension d'artiste. Disons que dans l'artiste, pour moi, c'est cette projection en avant de faire quelque chose de nouveau. Donc, Mm. par exemple, quand je prends les gens qui vont, Bonatti qui a ouvert la voie, les alpinistes, des gens comme ça, c'est des artistes, c'est des fous, quoi. Ils vont se projeter dans un truc qui n'existe pas, et ils vont ouvrir des voies pour l'humanité, qui servent ou pas, hein. Je ne dirais pas que je suis forcément fanat des mecs qui sautent dans le vide avec une wingsuit, là, tu sais, les espèces de trucs pour voler Bad plus haut que les jump, avions. ouais, ouais. Il y a des limites après à l'utilité, mais par contre, je pense par exemple à Alice Barbe de Singa, qui est une des crapauds de folle que j'aime beaucoup. Quand elle a rencontré les crapauds fous, elle avait une trentaine d'années. Après, elle est allée avec moi voir le Dalai Lama, puis elle a décroché une bourse chez Obama. Cette fille, c'est une artiste, hein. Elle fait des trucs fantastiques au niveau ONG, elle est très engagée et très militante, mais je crois que ce qu'elle fait, c'est avec beaucoup de cœur, beaucoup de sensibilité, et ensuite, ça n'empêche pas d'être très bonne sur le plan technique. Mm. Donc, si tu veux, je dirais que ce serait dommage de limiter l'utilité sociale à un bon business plan et à des capacités de montage de projet. Je pense qu'il manque une troisième dimension qui est le cœur. C'est-à-dire que quelqu'un disait aussi, quelqu'un qui bosse bien avec les mains, c'est un manuel, un ouvrier manuel. Celui qui travaille bien avec les mains et la tête, c'est un L'artisan, artisan. Celui qui travaille avec les mains, la tête et le cœur est un artiste. tout à Donc, fait. je crois que la dimension de cœur doit être plus présente un peu partout. Alors, sachant que, quand même, un petit bémol, très souvent, quand on parle d'artiste, il y a un petit côté dévalorisant. Quand on dit celui-là, c'est un artiste, ça veut dire c'est coucou les petits oiseaux, il fait n'importe quoi. Tu vois. Alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très, très carrés, comme Martine Lamotoko, qui sont capables de monter des bons business plans pour faire des belles expositions, des beaux événements, qui savent à quoi ça sert, qui sont capables de faire vivre 150 résidents pendant le Covid, tu vois. Et ben, ces gens-là, c'est à la fois des gens très carrés, mais qui ont le cœur en plus. Donc je dirais Mm. que le cœur aujourd'hui, pour moi, c'est la dimension qui était trop absente jusqu'à présent. Mais je pense que toi, toi et Nathalie, vous êtes des artistes de ce point de vue-là. Vous parlez Mm. beaucoup avec le cœur et vous n'êtes pas uniquement en train de monter des structures de SS. Mm. Il n'y a pas que ça. Non, mais c'est vrai que c'est très paradoxal l'artiste, parce que c'est vrai que l'artiste ou l'entrepreneur n'est pas vraiment pris au sérieux tant qu'il n'a pas vraiment réussi à être reconnu ou à vivre. Mais une fois qu'il est reconnu et qu'il vit, parfois, justement, il est même idolâtré. C'est vraiment, c'est presque un peu fou comme posture. C'est que soit il n'y a rien, Idolâtré, oui. soit c'est too much. Ouais, et puis même on le reproche. Par exemple, quand tu es artiste et que tu gagnes beaucoup d'argent, les gens t'en veulent. Tu vois, par exemple, récemment, il y avait l'histoire des tulipes là, à Paris, là, je sais plus comment il s'appelle, Jeff Koons, je crois. C'est un type qui est hyper carré, c'est un businessman, quoi. Mais c'est aussi un artiste. Par contre, on préfère l'image de l'artiste maudit, qui vit Mm. pauvrement avec ses cheveux troués, bon, voilà. Mais je pense que les deux sont deux notions qui se mélangent pas bien, l'argent, le capital et Mm. l'art.
Et c'est pour ça que moi, personnellement, je trouverais dommage que les artistes soient obligés de bosser avec des fondations, de mécènes et de machins comme ça. Mm. Je préférerais que l'artiste puisse mettre son talent au service d'une cause et bosser avec des entrepreneurs sociaux et que l'ensemble fasse un tout audible par rapport aux enjeux de la société. Et Mm. d'ailleurs, actuellement, j'ai en ce moment en train de travailler là-dessus. Tu sais, avec la fonte des glaciers et tout ça, là. En fait, on a toujours cette image de l'ours polaire qui a permis de sensibiliser les gens au changement climatique, mais à chaque fois, il faudrait quand même pas aller jusque dans le cercle polaire pour se rendre compte que ça chauffe, quoi. Donc aujourd'hui, avec le cortège Ouais. d'inondations, de sécheresse et de canicule qu'on a eu cet été, les glaciers qui fondent en 2050, il n'y a plus de glaciers en France. Eh bien moi, je pense qu'on peut très bien faire la même chose tout de suite ici. Moi, j'habite à Gap maintenant. Demain, je pars dans les écrins, dans le massif des écrins, et on voit bien que le glacier fond. Bah là, on est en train de faire un travail avec un collectif dans lequel il y a des artistes, il y a des alpinistes, il y a des hommes d'affaires, et tout ça, on va essayer de monter quelque chose pour sensibiliser les gens Mm. à un enjeu qui est pour le coup de société, puisque je crois que dans les Hautes-Alpes, ou même dans, je ne sais pas quel est le chiffre, mais c'est je crois 200 000 emplois qui sont liés aux stations de ski et à tout ce qui est lié à la Mm. neige. Donc c'est quand même pas rien, tu vois. Mm. Mm. Donc tout ça, il va falloir le repenser. Donc on peut imaginer que l'artiste touche les gens autrement. Je ne sais pas si tu connais ce sociologue Menger, là. C'était le directeur de l'HESS, il me semble. Il avait fait un livre qui s'appelait Portrait de l'artiste, Métamorphose du capitalisme, un truc comme ça. Et dresser le portrait de l'artiste comme justement le travailleur du futur et quelque part un modèle de société inspiré du fonctionnement de l'artiste. Est-ce que tu penses que justement cette manière de faire, de fonctionner, c'est quelque chose qui a de l'avenir ou qu'au contraire, ça reste une sorte d'idéal je ne sais Tu pas veux si dire tu de vois ce que je veux fonctionner comme dire. un artiste, hein? Ouais, c'est-à-dire le fait de pouvoir se lancer, on va dire, dans un projet sans forcément de garantie, sans forcément avoir l'utilité sociale vraiment très claire, tu vois, qui est quelque part un petit peu proche du fonctionnement de l'entrepreneur. Et lui, il imaginait que peut-être bah, c'était un petit peu le type de travailleur du futur, quoi. Bah, disons que moi j'aurais deux idées comme ça qui me viennent à l'esprit. La première, c'est que face à toutes les inconnues qu'on a aujourd'hui avec le réchauffement climatique, le Covid et toutes ces choses-là qui vont se multiplier, on sait que les pandémies vont être de pire en pire, on voit bien qu'on maîtrise de moins en moins le futur. Donc je pense que par rapport à ça, on aura besoin de gens qui déplacent l'imaginaire et qui sont capables d'ouvrir des nouvelles portes. Et là, je ne parle pas de Bezos, Zuckerberg et, euh, et l'autre crétin Musk là, qui partent là-haut, tu vois, l'un sur Mars, l'autre dans le métaverse, et puis le troisième sur Hmm. les satellites. Bon, ça, c'est du grand n'importe quoi commercial, mais cela dit, ces mecs-là, ils ont été comme capables de pirater notre imaginaire, qui était à l'époque dans la science-fiction, tu vois. On sait que Musk a été vachement inspiré par Asimov, par exemple. Bon, tout ça, tous ces gens-là, jeunes, ont été nourris par la science-fiction. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire un business commercial sur ce truc, en essayant de vendre aux gens l'idée qu'on va vivre ailleurs, alors que déjà, on a déjà tellement de mal à faire des choses correctement chez nous, que, bon, exporter notre merde ailleurs, c'est un peu hallucinant. Donc, déjà, le truc, c'est que je pense que du côté de toutes les menaces qui nous pendent au nez, que le crapaud fou avait bien décrites, hein, les trois tsunamis qui étaient le cauchemar technologique, le réchauffement climatique et les fake news, les trois mis ensemble fait que les gens savent plus où ils en sont, quoi. Donc je pense que par rapport à ça, on a besoin absolument d'inventer un nouveau narratif, d'inventer une nouvelle histoire, de faire rêver les gens à nouveau, de réenchanter tout ça. Et ça, c'est un peu un travail d'artiste quelque part, Hmm. tu vois. Et de l'autre côté, je dirais que par rapport aux solutions qu'on peut imaginer de mettre en place, malgré tout, il faut quand même des trucs concrets. Donc je pense là plus au collectif, tu m'avais posé la question d'ailleurs, de gens qui vont collaborer. Donc dans une initiative humaine, je pense qu'il faut de la diversité. Donc s'il n'y a que des artistes, ça ne suffira pas. Hmm. S'il n'y a que des Ouais. businessmen, ça ne marchera pas. Si tu n'as que Hmm. des entrepreneurs non plus. Je pense qu'il faut de l'entrepreneur, de l'artiste, il faut des gens qui ont la tête carrée, donc des comptables peut-être, enfin j'aime pas trop, mais je dirais des gens qui sont capables quand Ouais, tout même à de fait. faire la boutique, tu vois. Hmm. Ensuite, il faudra certainement aussi des gens dans l'éducation, ça c'est évident. Il faut aussi des gens qui soient capables de mettre les mains à la pâte, hein. Donc, dans le Right to Repair, c'est très concret. On répare des téléphones, des voitures, des ordinateurs. Après, il faut aller Hmm. chercher, bon, tu vois, je pense plutôt à un collectif de gens qui seraient capables de collaborer. Et l'artiste fait partie de cet échiquier. Hmm. Tout le monde a sa place au soleil. Merci pour cette vision humaniste. Ouais, c'est clair. Du coup, je rebondis. Est-ce que tu peux nous parler de ta vision des hauts et des bas de la vie du porteur de projet, de la start-upeuse permanente? Ta vision de l'échec, ta vision de la réussite, est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Alors, moi,
l'échec, bizarrement, je pense pas l'avoir vraiment connu, ou alors tout ce que j'ai vécu comme échec a été toujours pour moi un prétexte pour rebondir. Et paradoxalement, l'inverse est vrai aussi, j'ai jamais vraiment connu de succès. Dans ma tête, chaque fois que je gagnais un truc, c'était tout de suite, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc le Hmm. jour où j'ai été élue partenaire, je crois que j'ai été déprimée en fait. Chez McKinsey, ils m'ont dit, ah, t'es la première femme partenaire, tu te rends compte, t'as 30 ans, c'est super, on fait la fête, le champagne. Moi, j'étais au bout du téléphone, je me souviens, j'étais blanche, et je me suis dit, merde, je suis élue partenaire, et c'est que ça. Je me Hmm. sentais rien, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ça maintenant? Et donc là, bouffée de panique, qu'est-ce que je fais? Donc tu vois, pour moi, le succès et l'échec, c'est pas quelque chose que j'arrive vraiment à intégrer dans ma tête. Par contre, je peux te dire, quand j'ai fait une aquarelle que je trouve plus ou moins bien, et je sens que je peux faire mieux, donc je vais la reprendre et l'améliorer. Donc c'est presque comme si j'acquiers quelque chose et j'ai envie de l'améliorer encore. Hmm. Et de la même manière, chaque fois que j'ai sorti un projet, je le laissais aux autres en me disant que j'ai envie d'aller faire autre chose. Donc c'est pas que c'était pas suffisant. Il fallait que j'aille vers autre chose. Donc peut-être qu'un alpiniste te dirait, bah, j'ai fait un 3000 ou un 3005. Ce qui m'amuse maintenant, c'est de le refaire, mais différemment, avec Hmm. d'autres technologies ou d'autres personnes, ou d'entraînant avec moi des apprentis, tu vois. Donc on peut toujours améliorer ce qu'on a fait. Ce qui fait que pour moi, la notion d'échec ou de succès n'est jamais totale. C'est vraiment très subjectif, quoi. Hmm. Est-ce que, Par est-ce que... conséquent, hmm, ouais, excuse-moi, je rebondis vite fait. Est-ce que entre le fait d'améliorer quelque chose, malgré tout, en étant content d'avoir eu un résultat, est-ce que tu penses qu'il y a où est la différence avec le fait de vivre un bonheur par procuration? C'est-à-dire, je serai heureux quand j'aurai ça, et puis en fin de compte, quand tu as ça, tu n'es pas heureux puisque tu refixes un autre objectif. Tu vois ce que je veux dire? c'est-à-dire, est-ce que la question Ouais, que tu poses, c'est est-ce que c'est parce que j'ai toujours besoin d'autre chose oui, ou est-ce que c'est... ouais, c'est-à-dire il y a un fonctionnement un peu de bonheur par procuration, dans le sens où parfois on peut se dire, tiens, je vais avoir un objectif. Une fois que tu atteins cet objectif, tu te dis, mince, en fait, c'est pas ça le bonheur, je suis pas content. Et en fin de compte, du coup, tu refixes un objectif et là, tu retrouves ton bonheur sur le chemin. Et qu'à chaque fois que tu atteins l'objectif, tu n'es pas. C'est ce que j'appelle moi le bonheur par procuration. Et d'un autre côté, voilà, c'était un peu le sens de ma question. Alors, je ne sais pas si j'étais très clair. Je pense que le bonheur est un mensonge, en fait. Je crois qu'en réalité, quand on parle des états physiques d'un individu, tu as quatre états en fait, hein. Tu as la peur, la tristesse, euh, la sérénité, enfin la zénitude, l'état stable, tu vois. Et le quatrième, je crois que c'est la colère, il me semble. Donc en gros, la colère, c'est une indication qu'il faut changer. La tristesse, c'est qu'il faut tourner la page. La peur, c'est qu'il faut s'en aller. Et l'état zen, c'est que idéalement, il faut rester dans cet état. Et Hmm. donc, c'est l'état de flow, moi j'appellerais ça. L'état de flow, tu sais, le set of flow qui a Ouais. été bien Hmm. écrit par Merli. Et je crois que le bonheur, c'est quelque chose qu'on vend en marketing en disant acheter une maison, une voiture, quand tu auras des gros seins ou que tu auras des gros muscles, tu Ouais, seras ouais, heureux. En ouais, fait, ouais. et ça, j'y crois absolument pas. Par contre, dans les quatre états que j'ai cités, le fait, c'est qu'on ne peut pas rester tout le temps en état zen. Ou alors, si on est mort, si on est mort, on est toujours stable. Mais la vie fait qu'on est toujours en train de passer d'une émotion à une autre. Et donc, c'est une illusion de penser qu'il faut toujours être tout stable, tout zen. Alors, peut-être les moines sur leur tapis, ils Hmm. y arrivent, mais ils passent leur vie assis sur le tapis, quoi, tu vois. Moi, je pense que Hmm. c'est normal et sain de passer par la tristesse, la colère, la peur et la sérénité. L'idéal, c'est de ne pas passer trop de temps dans les trois états négatifs et de passer le plus possible vers l'état de zen. Donc, en fait, moi, quand je fais de l'apnée, par exemple, je suis obligée de méditer assez, enfin, de vraiment calmer tout le truc quand tu descends à 40 mètres ou 30 mètres il faut 2 à 3 minutes où tu es complètement concentré sur un état de flow parce que du coup, tu peux penser qu'à ça. Si tu fais une erreur technique, tu peux te noyer ou en tout cas, tu peux pas descendre. Donc, c'est un état que j'adore parce que dans cet état-là, tu es complètement dans ce que tu fais et tu vis, on va dire, tu fais ça pendant 1 heure et demie, 2 heures et tu es complètement dans ce que tu fais. Bah, c'est un peu ça que je cherche avec l'aquarelle. C'est un peu ça que je cherche avec l'alpinisme aussi. Où si tu rates la crête, c'est clair que c'est terminé. Mais en fait, je crois que la plupart des gens cherchent un état de stable comme ça, un état de. euh, Il y a un terme, j'ai oublié, c'est pas osmose, mais c'est un état de. De J'ai paix oublié, il y a un intérieure. terme. Ouais, paix intérieure, mais il y a un terme qui établit ça, mais j'ai oublié. C'est un truc en ose, en. J'ai oublié le terme. Je Symbiose. te le dirai si Une c'est pas non symbiose. plus simple. C'est c'est un état où la cellule est stable, tu vois, où il n'y a plus d'échange extérieur ni intérieur. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est à ça qu'on vise, je pense, en fait. Et quand on est vraiment Ah, bien dans son... l'homéostasie. L'homéostasie. Ah, voilà, bravo, merci. L'homéostasie. Ouais. Et je pense qu'on cherche plus ou moins une homéostasie. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fout du monde.
mais qu'on se laisse Mm. moins égratigner par des choses qui ne sont pas essentielles pour ce qu'on est. On dit Mm. autrement, si tu te balades dans la rue et quelqu'un te traite de conne ou de con pour toi, bah, tu peux être très affecté et dire mais non, je suis pas un con, pourquoi vous dites ça? Nanana. Si par contre, tu es bien en hémostase quand même, tu te dis bah, cette colère ne m'appartient pas, ce type Mm. m'attaque, mais c'est pas moi qui suis con, c'est lui. Et tu laisses Bah, passer. Et comme en méditation, tu laisses passer le nuage et tu. Voilà. Donc je crois que l'idéal dans une vie, ce serait d'arriver à un état d'homéostasie intérieure tel que on prend que vraiment ce qui nous est dû et le reste, on sait le réfléchir parce qu'on sait que c'est pas nous. Et mm. donc c'est un petit peu ce qui moi, m'interpelle dans ces états quand tu fais de l'apnée ou de la montagne ou ce genre de création. Tu es vraiment tellement en connexion avec toi-même que tu vas produire quelque chose que personne d'autre ne pouvait faire parce que ça vient de toi. Et tu vas être bien en état de flow parce que ça te correspond. Et du coup, tu sens pas le temps passer, tu es vraiment dans un état bien, quoi. Et malheureusement, aujourd'hui, je pense que la plupart des gens trouvent cet état avec des drogues. Donc, ça va être les jeux Mm. vidéo, le sexe, l'alcool, le touch, la beuh, ce que tu veux, quoi. Mm, 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 mm. Tout à fait. Mm. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis que tu as toutes ces pratiques justement qui te permettent vraiment de te recentrer, de t'aligner, de trouver plus de paix intérieure et d'être plus, on va dire, à l'écoute de tes besoins, tes passions, comment tu vis cet instant présent justement par rapport à ton agenda, tes objectifs, contrairement peut-être à avant où tu étais peut-être plus connecté au futur ou au passé? Je voulais savoir comment tu avais évolué par rapport à ça. Bah écoute, bizarrement, j'ai eu un moment d'abord de dépression peut-être, parce que depuis le début du Covid, c'est février-mars 2020, ça fait plus d'un an et demi maintenant. Au début, j'avais déjà pour moi-même décidé que je prendrais bien 3 ou 6 mois pour ne rien faire d'autre que ce que j'avais envie de faire, donc la montagne et l'aquarelle. Et puis à un certain moment, vers, je pense, la fin de l'année, je me suis dit, mais à quoi je sers? Je suis comme une vieille pomme à faire des trucs qui servent à rien, donc quid des crapauds fous, tout ça. Puis en fait, aujourd'hui, j'ai trouvé quelque chose qui me va bien. D'ailleurs, je fais rien pour la planète. Je dis que je suis en réserve de la planète, mais en fait, je fais rien de particulier pour les projets. Mais par contre, quand on m'interpelle et que l'appel résonne en moi, je le fais avec grand plaisir et j'espère plus d'authenticité. D'où ma remarque quand il m'a proposé le truc. Je t'ai d'abord dit, mais non, j'ai rien à te dire, je vois pas ce que je peux raconter. Et puis il m'a dit, mais si, t'as des trucs, t'es une artiste, et puis en fait, tes questions me convenaient vachement. Du coup, ça m'a permis de réfléchir un peu à des choses qui m'intéressaient. Et donc, je me sens complètement en ligne avec toi sur ce qu'on fait maintenant. Mm. Alors qu'à l'inverse, on m'a proposé pas mal de conférences que j'ai toutes refusées, sauf une ou deux qui correspondent à des gens dont je suis très proche, ou alors des appels d'amis comme Singa ou Ticket, bon voilà, tu vois, mais donc je me sens beaucoup plus recentrée avec peut-être plus que 10 à 20, non, même pas 10% de mon temps sur des projets à l'extérieur, et le reste plutôt essayer de cultiver cette partie intérieure et d'essayer de voir ce qu'elle dit. Et c'est la première fois que je fais ça de ma vie, en fait. Puisqu'avant, dès qu'il y avait une balle qui arrivait et qui avait l'air alléchante parce que utile ou autre, Bravo. je me précipitais dessus. Et puis, je faisais du crapaud fou, du right to repair, du truc et du machin. Et puis, mon agenda était toujours rempli de trucs pour les autres, en fait. Mm. Et aujourd'hui, du coup, tu n'as pas établi une liste de choses auxquelles tu dis non, quoi. C'est juste, tu regardes si ça résonne en toi, est-ce que ton cœur t'appelle, et puis c'est tout, quoi. Voilà. C'est Voilà. ça. Il faut dire qu'aussi, là où je suis à Gap, il y a énormément de possibles parce qu'on est dans un environnement particulièrement magnifique, hein, peut-être comme toi en Guadeloupe, hein, Ouais, entre ouais. la haute montagne et puis même une ville très sportive et des gens qui ont, comme beaucoup de montagneux sont taiseux, c'est pas des gens qui vont meubler, tu vois, c'est pas des urbains, tu vois. Du coup, on a un autre rapport au temps et même tu le vois dans la façon dont les gens se comportent sur la conduite automobile et tout ça, tu vois. Donc il y a ça, il y a la montagne, il y a les glaciers qui fondent à toute vitesse, il y a les migrants, parce qu'on est à côté du col de l'échelle, donc il y a énormément de questions de rapport. Là où j'habite, là, je me suis installée dans un bungalow, dans un camping, je vis dans un 34 mètres carrés, et autour de moi, il n'y a que des chalets avec des migrants, et en fait, c'est très très intéressant de voir comment ils font société, tu vois, pour essayer Mm. de s'acclimater en France, hein, tu vois, donc il y a tout ça. Et puis, bah, je laisse le temps venir à moi, et puis donc, comme je te dis, sortir un petit peu de mes addictions pour essayer d'aller vers des choses plus constructives. Et puis, il y a aussi le rapport au vieillissement, quelque part. 55 balais, c'est pas énorme, mais c'est quand même, c'est quand ça comptait. Donc, je me pose des questions sur les gens qui ont 75 ans et qui m'emmènent, et qui me disent, ils m'emmènent en montagne, ils ont la pêche, et puis ils me disent, ah, tu Mm. sais, quand j'avais ton âge, je faisais ça, je faisais ça et ça. Et je me dis toujours, la vie passe vite. Je voudrais pas me retrouver un jour à me dire, ah, j'aurais dû faire ça, je l'ai pas fait. Mm. Et en même temps, je veux pas être une retraitée qui passe son temps à juste
m'occuper de mes bégonias, de faire du vélo et puis soigner ma santé, tu Hmm. vois. Donc, je sais que quelque part, ça va être un rééquilibrage autour du Kigai. Et tu as trouvé un bon sport en tout cas, parce que l'alpinisme, on dit souvent que le bon montagnard, c'est le vieux montagnard. Ouais, ouais. Justement, par rapport à ça, je me posais la question, si te restait des rêves à accomplir, quelle était ta vision du rêve? Parce que il y a peu de temps, j'ai interviewé Ben Rose, qui est un magicien illusionniste, et c'était vachement intéressant parce qu'il disait, moi, je ne cherche pas à faire rêver les gens. Il dit qu'en fait, c'est beaucoup ce que les gens disent, il faut faire rêver les gens, etc. Mais il dit, l'arbre, il ne cherche pas à faire rêver les gens ou il ne rêve pas, quoi. Il est tout simplement, tu vois. Je voulais savoir Mhm. si toi, de ton côté, tu avais encore des rêves à accomplir ou quel est ton rapport à ça, au rêve? Est-ce que j'ai un rêve? Je ne crois pas avoir de rêve non plus parce que je ne suis pas tellement du genre à rêver debout. Je peux avoir des désirs ou des envies, ça oui. Ensuite, il peut y avoir des projections, mais un rêve, non, c'est pas un vocabulaire que j'emploierais. Euh, il y a ce que je fais concrètement là, avec la montagne, l'aquarelle, l'apnée. Bon, il y a ensuite une abysse avec ce qui se passe dans le monde entre le Covid, les migrants, le changement climatique, et ça, c'est complètement dystopique. Hein. Donc, entre ces deux univers, j'ai pas encore trouvé. Je pense qu'à l'époque des crapauds fous, il y avait peut-être une. Était-ce un rêve ou une ambition? Avec Cédric Villani, quand on a lancé le truc et on a écrit ce bouquin, on avait peut-être à l'époque ce rêve, effectivement, que chacun de nous pouvait devenir un acteur de sa vie. Chacun de nous pouvait faire ce pas de côté, qui fait sortir des sentiers battus et lui évite de se faire écrabouiller par les voitures sur l'autoroute, hein, pour le crapaud. Ouais, je me Et rappelle donc, très bien. Ouais. et donc j'avais un peu cette idée que tout le monde pourrait le faire. Mais aujourd'hui, c'est plus tellement un rêve, je crois que c'est presque une obligation. C'est que, à mon avis, vu comme le monde est en train d'évoluer, si les gens ne se prennent pas en main un minimum pour essayer de choisir ce qui leur convient, ils vont se faire mais complètement broyer parce que les forces à l'œuvre sont 3 fois pires, multipliées en exponentiel, si tu veux, que ce qu'on avait il y a encore 5 ans. On voit déjà avec l'arrivée du Covid et ce qu'on a vécu depuis 18 mois, avec une génération qui cherche complètement ses repères maintenant. Donc je crois qu'on va être obligé en fait. Hein, il y a vraiment une différence entre ceux qui arrivent à se prendre en main et être acteurs et ceux qui vraiment subissent de manière passive ce qui leur arrive sur la gueule, je pense. Donc voilà, j'ai pas répondu à ta question du rêve. Voilà, mon souhait, Si, ce serait que si, les gens si. arrivent à se prendre en main. Voilà, un petit peu Ouais, plus. tu es plus apaisé par rapport à ça, quoi. Tu sens que là, pour l'instant, c'est bon. Je me demandais donc maintenant, si jamais tu étais face à un jeune passionné, donc justement qui a un projet, voilà, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu aurais un conseil à lui donner ou je sais pas, une question ou, voilà, toi qui as tant accompagné de gens. Bah écoute, là, je reprendrai bien à la fois les gènes du crapaud, de l'abeille et du right to repair, hein, qui en gros ont toujours cette idée de partager et de travailler son don. Et, enfin, tu sais, le jeu de mots sur le don, l'économie du don, que j'ai beaucoup traité dans les abeilles et puis dans l'open source. Le don, c'est à la fois, tu donnes quelque chose, d'accord, je donne un cadeau, je donne un truc, mais c'est aussi le don, ce que tu sais faire, le talent. J'ai un don pour la paella, j'ai un don pour l'aquarelle. Donc tu vois, c'est le mot est double. Et c'est évident que plus tu sais faire un truc et plus tu as envie de le partager. Donc le don, en fait, c'est un mot extrêmement intéressant, un mot pivot qui veut dire les deux choses en même temps. Et donc j'aime beaucoup cette phrase de Brel qui dit, au fond, le talent, c'est juste d'avoir envie de faire quelque chose. Et ensuite, on va passer sa vie à faire ce quelque chose. Donc trouver ce truc qui t'appelle, quoi. Et donc, il ne faut pas avoir honte si ce qui t'appelle, c'est de faire des poteries ou de faire de la montagne ou de faire, je ne sais pas, quelle que soit la chose. Je crois que le but, c'est vraiment d'aller vers ce qui correspond à ta nature profonde et d'essayer de cultiver pour en faire un art. D'aller jusqu'au niveau de l'artisanat, c'est-à-dire d'être capable de maîtriser cette technologie-là, d'avoir un peu une idée de ce qui se fait sur le sujet, et ensuite d'aller un cran plus loin pour se lâcher dessus et de commencer à faire de l'impro. Tu vois, d'une certaine manière, si je prends l'image de la musique, tu fais du solfège, tu apprends à faire tes gammes, tes portées, machin, puis quand tu maîtrises tout ça, tu fais de l'impro. Et quand tu es très avancé, tu composes, tu vois. Donc je crois que tout le monde peut composer sa vie, en fait. Tout le monde peut aller jusque-là, mais il y a un peu de travail et puis il y a surtout la confiance en soi. Et je crois Hmm. qu'aujourd'hui, tout le monde pourrait composer sa vie, en fait. C'est un petit peu le but. Donc un jeune qui sera inspiré par quoi que soit son inspiration, qu'il pousse à travailler et à s'améliorer et à revenir tous les jours,
pense qu'il faut qu'il continue ça avec le maximum de supporters, de gens qui peuvent l'aider à avancer. Donc, je parlais de l'équipe, la diversité des gens autour de lui. Là, récemment, j'accompagne une équipe assez improbable, c'est l'équipe de la Fédération française de football, parce que j'ai rencontré un crapaud fou chez eux. Et c'est, tu sais, le truc de Carfontaine où tout le monde rêve d'aller, enfin tous les footeurs rêvent d'aller, tu sais, là Ouais, où ouais. Mhm. tu vois. Ça fait déjà 3 ans que j'y vais. Et donc, je vois tous les endroits où ces gens célèbres ont créché tout ça. Puis en fait, un jour, je discutais avec la première femme qui est devenue professionnelle du football et qui est entraîneuse de l'équipe de France de football et tout ça. Et puis elle disait que pour elle, la personne la plus importante de sa vie, c'était pas les gens qui étaient des super bons footballeurs, qui la poussaient et tout. C'était un coach un jour qui lui avait dit tu réussiras quoi qu'il arrive. Et elle venait d'essuyer un gros échec, elle s'était plantée ou je sais plus quoi. Et le mec a eu confiance en elle. Il a dit tu réussiras, continue, continue, ne t'arrête pas. Tu vois. Et elle disait que cette personne-là l'avait aidé à chaque fois à passer des caps importants dans sa vie. Et c'est dans ces moments de fragilité-là, je pense qu'on est le plus vrai. Donc c'est dans ces moments-là qu'on a besoin d'avoir des amis bienveillants qui vont te dire ouais, bah, ton aquarelle elle est moche, mais tu peux faire, tu sais faire. Fais-toi confiance, recommence, fais comme ci, fais comme ça. Tu vois. Mhm. Et je pense à Adrien dont je parlais tout à l'heure, qui a dû se casser le dos et se faire abandonner par tout le monde pour en arriver là où il est maintenant, et qui a eu simplement à un certain moment des personnes qui lui ont dit vas-y, t'as du talent, tu vas y arriver. Super, c'est super inspirant. Merci, Tan. Et alors, Ben, merci à toi. j'ai quand même envie de te donner une dernière question si tu as le temps. Vas-y. Ce que tu disais justement, cette histoire de confiance, vraiment de travailler vraiment son don, son talent, et ça m'a fait penser que j'avais oublié de te poser une question. Par rapport à ce positionnement sur le focus et la spécialisation, est-ce que tu penses, un peu comme la philosophie des Lumières, que vu qu'on ne peut pas connaître tout de tout, ni tout d'un seul domaine, autant connaître un peu de tout, ou au contraire qu'aujourd'hui, on est dans une ère où que justement, voilà, il n'y a pas d'autre issue que de se spécialiser. J'aimerais aimé savoir, justement, par rapport à ces choix qui ne sont pas évidents, je pense à faire quand on est jeune, passionné, par exemple, qu'on se dit, tiens, je vais, je ne sais pas moi, devenir clown ou je vais devenir, comme tu dis, potier ou potière, voilà. Et est-ce qu'il faut que je me mette à fond dedans qu'est-ce que tu dirais à ce jeune qui se lance, qui ne sait pas trop exactement voilà, s'il faut vraiment qu'il aille à fond ou au contraire qu'il continue à picorer à droite à gauche? Je pense que picorer, il y a plusieurs réponses à ça. Je pense que, en ce qui me concerne, en tout cas, comme tu vois, dans les périodes de ma vie, j'ai à chaque fois fait des phases de peut-être 3 ans où je me perfectionnais sur quelque chose. Donc, du coup, j'ai à chaque fois fait assez profondément quelque chose. Donc, je pense que pour ne pas picorer, il faut quand même essayer d'aller assez loin sur une nouvelle passion pour aller au moins jusqu'à un début de maîtrise de quelque chose. Sinon, on reste superficiel. Ensuite, tout le monde n'a pas besoin d'être spécialiste de tout. Il y a des gens qui vivent très bien d'être généralistes, c'est des assembleurs, hein, tu vois, dans une équipe, il y a souvent un chef de projet qui va être un assembleur, qui va avoir plein de compétences différentes dans une équipe, et qui va assembler les autres. C'est le chef d'orchestre, si tu veux, ou c'est le... Ouais, chez McKinsey, le chef de projet, c'est quelqu'un qui assemblait les autres. Donc lui, il doit savoir un peu de tout, en étant finalement pas très bon sur tout, tu vois. Et nous, quand on était partenaires chez McKinsey, en fait, on était capable de couvrir tout en étant à peu près mauvais sur tout, en fait. C'est surtout ça qu'on veut. Donc je dirais que dans la société actuelle, tu peux te contenter d'être un généraliste qui assemble, mais moi personnellement, ça ne m'intéresse pas parce que comme j'ai une tendance à vouloir toujours découvrir des choses par moi-même, me défricher et tout, j'ai envie d'aller toujours ouvrir des nouvelles portes. Mais par contre, picorer et rester à la surface, ça ne me suffit pas. Donc tu vois, quand j'ai commencé à faire de l'alpi, j'ai voulu aller jusqu'au bout dans un niveau, tu vois, l'apnée c'est pareil, j'ai pas voulu rester à 10 mètres ou 15 mètres, j'ai voulu aller au plus loin que je pouvais, donc j'ai poussé les limites jusqu'à 45 mètres. Bon, donc après ça c'est une configuration d'esprit, mais en même temps je ne peux pas passer ma vie à faire de l'apnée. Donc moi à chaque fois je dirais que j'étais très profondément dans quelque chose, et puis j'ai fait d'autres choses après, mais à chaque fois en essayant d'aller assez loin dans ce que je faisais. Voilà. Donc la réponse, c'est que du coup, ça dépend. Si tu as une âme de généraliste, bah, tu peux très bien être très très bon en généraliste. Donc Hmm. apprendre plein de méthodes de gestion pour être capable d'assembler plein de choses différentes. Euh, Par exemple, à mon avis, un chef cuisinier est un très bon assembleur. C'est pas un spécialiste que de la pâtisserie. Il va être capable de faire plein de choses parce qu'il faut beaucoup de sensibilité et de capacité d'assembler différents goûts, couleurs et tout pour faire ce qu'ils font, tu vois. Mais par contre, maintenant, si tu fais un sport et que tu veux devenir prof de sport, tu ne peux pas faire sport de tous les sports. Tu es obligé de choisir quelques catégories quand même, tu vois. De la même manière, si tu fais de l'aquarelle, après, tu peux peut-être faire un peu de peinture, d'acrylique ou de gouache, mais tu vas pas. Alors, certaines personnes sont peintres, sculpteurs,
et plein de choses aussi. Dali avait au moins 4, mais c'est un mec un peu exceptionnel, quoi. Tu vois. Hmm. Donc, je pense qu'après, c'est vraiment. Einstein, il était à la fois, comme on sait, un grand cerveau en mathématiques, mais c'était aussi un violoniste. Donc on peut très bien avoir une majeure où on est très fort, et puis avoir quelques mineurs où on est très bon aussi. Hmm. Donc tu vois, toutes les configs sont possibles. Super, merci Tan, c'est vraiment inspirant. Je mettrai dans ta bio des liens peut-être sur les crapauds si des gens veulent continuer à t'écouter, savoir s'il y a des choses. En tout cas, un grand merci d'avoir accepté ça. Si tu veux, je te laisse encore la parole. Si tu as encore une dernière chose à ajouter, un autre conseil à donner à un jeune passionné qui se lancerait, par exemple, ou si c'est bon, Bah, bah tiens, écoute, juste, c'est super. J'ai adoré reparler avec toi. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait d'interview et j'ai beaucoup apprécié tes questions et ce que tu rayonnes. Donc, je trouve que c'est super que tu fasses cette initiative. Et voilà, bah écoute, bravo et puis à ta dispo pour d'autres trucs. super, avec plaisir. J'espère que j'aurai l'occasion un jour de grimper en montagne avec toi ou de plonger, je ne sais où. On a des très bons apnéistes, hein. Je ne sais pas si tu as vu l'interview avec Antoine Maestracci là, en Guadeloupe. Ouais, Vraiment quelqu'un avec un grand cœur et qui est vraiment génial sur l'apnée en Guadeloupe. En tout cas, un grand d'accord. merci. Je vais arrêter l'interview et merci Tan. À très bientôt.